Des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'il faut savoir à propos du Groenland. Alors ce vaste territoire recouvert de glace suscite depuis longtemps l'intérêt de grandes puissances en raison de ses ressources naturelles et de sa position stratégique. Cette île est la plus grande du monde puisqu'elle s'étend sur 2,1 millions de kilomètres carrés. Par contre, sa population est faible avec environ 50 000 habitants seulement, principalement d'origine inuite. Mais alors à qui appartient ce Groenland ? Eh bien c'est un territoire autonome mais rattaché au Danemark. Il dispose de son propre gouvernement et d'un degré élevé d'autonomie depuis 1979, mais le Danemark reste responsable de sa défense, de sa politique étrangère et d'une partie de son budget. Par ailleurs, depuis un référendum de 2008, l'île a obtenu un statut renforcé d'autonomie, ouvrant la voie à une indépendance future si les Groenlandais le souhaitent. Alors si récemment Donald Trump a fait part de son intérêt pour ce territoire, c'est parce qu'il regorge de ressources naturelles précieuses. Et la fonte accélérée des glaces, due au changement climatique, a rendu ces richesses plus accessibles. Alors quelles sont ces richesses exactement ? Le sous-sol groenlandais contient d'importants gisements de terres rares, essentiels, vous le savez, à la fabrication de technologies modernes, comme les téléphones, les éoliennes ou encore les voitures électriques. Mais ce n'est pas tout, il y aurait, sous les eaux arctiques, d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Quant à la pêche, notamment de la crevette et du flétan, cela constitue une ressource économique essentielle pour l'économie locale. Enfin, dernière ressource, avec la fonte des glaciers, le Groenland devient un potentiel fournisseur d'eau douce, une ressource de plus en plus précieuse à l'échelle mondiale. Mais revenons un instant à Trump. Pourquoi Trump veut-il acquérir, d'une façon ou d'une autre, ce territoire ? Eh bien, je vous l'ai dit en partie. Dès 2019, il avait exprimé son intérêt pour l'achat, à l'époque, du Groenland, suscitant une vive réaction du Danemark qui rejeta cette idée avec fermeté. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué puisqu'un dialogue ou une négociation semble être entamée. Bien sûr, derrière cette proposition ou cette tentative d'acquisition de Donald Trump, il y a plusieurs motivations stratégiques. D'abord géopolitique. Le Groenland occupe en effet une place stratégique dans l'Arctique, où la rivalité entre les États-Unis, la Russie et la Chine s'intensifie. D'ailleurs, Washington y possède déjà une base militaire, la Thule Air Base. Mais je l'ai déjà évoqué, les États-Unis souhaitent peut-être aussi et surtout sécuriser l'accès aux ressources naturelles et limiter l'influence chinoise dans la région. Enfin, avec la fonte des glaces, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, facilitant l'accès au commerce mondial. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble ce qu'il faut connaître à propos du canal de Panama. Alors, le canal de Panama est une voie navigable artificielle qui traverse l'isthme de Panama, en Amérique centrale. Ce canal relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et il constitue l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'histoire. En parlant d'histoire, commençons à s'intéresser à la sienne. L'idée de construire un canal reliant les deux océans remonte à plusieurs siècles. Mais la première tentative sérieuse de construction date du 19e. Les premières tentatives de construction sont menées par la France sous la direction de Ferdinand de Lesseps. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est l'ingénieur derrière le canal de Suez. Mais après une série de difficultés à la fois techniques et financières, et puis une épidémie de malaria et de fièvre jaune, le projet fut abandonné en 1889. Après cet échec français, 15 ans plus tard, les États-Unis prennent le relais. À cette époque, sachez que le Panama est une province de la Colombie et les États-Unis veulent garantir un accès direct entre leur côte atlantique et pacifique.
notamment pour des raisons stratégiques et commerciales. Mais en 1903, après une révolte soutenue par les États-Unis, Panama obtient son indépendance de la Colombie. Et en échange de leur soutien, les États-Unis reçoivent le contrôle de la zone du canal, une concession qui va durer près de 100 ans. Sous la direction de l'ingénieur américain John Stevens et plus tard de George Goethals, la construction du canal débute en 1904. Cela implique de vastes travaux de terrassement ainsi que la création de gigantesques écluses pour gérer les différences de niveau entre les deux océans. Les travaux s'achèvent en 1914 après une décennie de difficultés et de pertes humaines considérables dues aux maladies et aux accidents. Alors techniquement, ce canal mesure à environ 80 km de long et permet aux navires de contourner le long trajet autour de l'Amérique du Sud. Il s'y trouve 2 grandes écluses, l'une à chaque extrémité, qui permettent de faire monter et descendre les bateaux sur une différence de 26 mètres entre les deux océans. Alors au début, vous l'avez compris, ce canal était sous le contrôle exclusif des États-Unis. Mais il y a un mais. En 1977, les États-Unis et le Panama signent les traités Torrijos-Carter, les traités qui prévoient un transfert progressif du contrôle du canal à Panama. Et cela a été effectif puisque le transfert a été achevé le 31 décembre 1999. Il est passé totalement sous la souveraineté du Panama. Et dès lors, depuis, le canal est administré par l'Autorité du canal de Panama, une entité pleinement panaméenne